Une fuite explosive du MI5 a révélé des dossiers secrets détaillant les derniers jours de la princesse Diana, et tout semble pointer vers le palais. Les documents suggèrent une surveillance, des informations cachées et des pressions internes. Pendant des années, des questions ont persisté. Maintenant, la vérité pourrait enfin éclater, et elle pourrait ébranler la monarchie jusqu'à ses fondations, la fuite qui a secoué la nation. Tout a commencé par un message envoyé à 2h14 du matin, crypté et non signé, mais impossible à ignorer. Un journaliste chevronné ayant des liens profonds à Whitehall l'a reçu avec un seul sujet. Diana n'était jamais seule. Unifi s'en est assuré. En pièces jointes, un trésor de fichiers fortement cryptés, des gigaoctets de documents numérisés, des enregistrements audio et des notes portant le code interne du MI5. Selon l'expéditeur anonyme, il avait servi dans le service de sécurité pendant plus de 28 ans. Ce qu'ils ont vu dans leurs dernières années, affirmait-il, les avait hantés jusqu'à présent. La première publication a frappé la presse comme un tsunami. Parmi les fichiers se trouvaient des notes internes de juin à août 1997, quelques mois seulement avant la mort tragique de la princesse Diana à Paris. Les notes faisaient ces références à des demandes de réunions inhabituelles, des mouvements personnels non autorisés et une réaffectation inquiétante des détails de protection selon une directive non divulguée. Il y avait des références répétées à des fonctionnaires anonymes, des préoccupations concernant des ressortissants étrangers et des modifications aux dispositions de sécurité de Diana. La réaction du public a été immédiate et explosive. Pendant des décennies, des rumeurs de surveillance ont suivi chacun des mouvements de Diana. Mais maintenant, les murmures avaient des dents. Pour la première fois, le MI5, le bras invisible du renseignement britannique, était dans le collimateur. Et au centre de tout cela, la regrettée princesse de Galles. À l'intérieur du palais de Buckingham, la panique s'est installée. Des sources ont confirmé que le roi Charles III et la reine Camilla ont été informés quelques heures seulement après que la fuite ait éclaté sur BBC, Sky News et les manchettes internationales. Les assistants étaient stupéfaits. Des conseillers juridiques ont été convoqués. La ligne officielle. Aucun commentaire pour le moment. Mais derrière les murs du palais, le légendaire mur de silence de la monarchie avait commencé à se fissurer. Mais le choc ne résidait pas seulement dans l'existence des fichiers. C'était dans ce qu'ils révélaient. Car enfouis dans ces documents se trouvaient des signes de quelque chose de bien plus troublant. Un schéma de surveillance qui allait au-delà du protocole et qui aurait pu aller au-delà de la loi, ce que les fichiers révéleraient prétendument. Les documents, désormais baptisés Diana Files par les médias mondiaux, brossaient un tableau troublant. Plusieurs entrées de juillet 1997 détaillant des écoutes téléphoniques, le suivi des voitures et des journaux de mouvement en temps réel des allées et venues de Diana, en particulier autour de sa résidence du palais de Kensington et de ses visites à l'hôpital Saint George et à l'hôtel Claridge. Chaque sortie, aussi privée soit-elle, avait apparemment été documentée. Un journal daté du 11 juillet 1997 indiquait « Le sujet a quitté Capet à 17h42. Réunion non prévue. Lieu signalé par un opérateur. » Un autre répertoriait la surveillance audio demandée pour l'activité d'appel entre 18h et 20h. Remarque, associé non approuvé par le bureau. Encore plus accablantes étaient les notes qui faisaient référence à ces associations avec des personnalités de premier plan, suggérant que ces relations personnelles auraient pu déclencher des alertes internes. Il y avait des mentions répétées de contacts à Paris et une entrée qui mentionnait des instructions claires pour surveiller les associés non britanniques avec une présence persistante. Beaucoup ont interprété cela comme une référence directe à Dodi Feed. Le plus troublant était peut-être un document caviardé intitulé « Haute importance », ne pas partager en dehors du cercle. La note, partiellement visible, faisait référence à des changements dans l'équipe de sécurité de Diana, y compris des remplacements inexpliqués d'agents connus par des spécialistes rotatifs. Aucun nom complet n'était indiqué. Aucune raison n'a été donnée. Une autre entrée faisait référence à une demande de rendez-vous à minuit via les canaux du palais,
ce qui a amené beaucoup à soupçonner une ligne de communication entre les responsables du renseignement et les membres de la Maison royale. Les notes étaient fortement censurées, des paragraphes entiers manquants, mais il en restait suffisamment pour brosser un tableau effrayant de la surveillance effectuée sous le couvert de la sécurité nationale. Un ancien officier du renseignement, s'exprimant anonymement, a confirmé que les entêtes de ces têtes de documents et les classifications de sécurité correspondaient au format M15 authentique du milieu des années 1990. Soit quelqu'un a accès à de véritables archives, soit il s'agit de la fabrication la plus convaincante que j'ai jamais vue, ont-ils déclaré. Mais si c'est réel, c'est explosif. Et si les documents étaient choquants, ce à quoi ils se connectaient était pire, car parmi les pages les plus caviardées se trouvaient de subtiles empreintes digitales du palais lui-même. Pour la première fois, les fichiers semblaient lier la surveillance de Diana non seulement à l'État, mais aussi au lien de la monarchie avec le palais. Bien que la majorité des noms dans les fichiers de Diana aient été caviardés, certains identifiants ont échappé, et ceux qui l'ont fait pointaient vers les plus hauts niveaux de la cour royale. Un fichier daté du 6 août faisait référence à une note interne diffusée au canot approuvé via le secrétaire de Lord C. Les enquêteurs pensent que cela pourrait faire référence à un ancien Lord Chamberlain, le plus haut fonctionnaire de la Maison royale. Une autre entrée marquée directive de routine confidentielle faisait référence aux communications au palais Attache, codées via le réseau Windsor. Les analystes estiment maintenant que cela suggère une coordination entre les agents du MI5 et les fonctionnaires du palais concernant peut-être qui Diana pouvait ou ne pouvait pas voir et où elle pouvait aller. Une note a soulevé une alarme immédiate. Le sujet a été informé que les changements de sécurité sont des affaires internes et ne sont pas soumis à la discrétion personnelle. Cette seule ligne a ravivé des années de spéculation selon lesquelles Diana avait été privée du contrôle de la sécurité, ce qu'elle avait elle-même laissé entendre dans des conversations privées et des enregistrements. Elle avait longtemps cru qu'elle était surveillée. Maintenant, pour la première fois, les documents corroboraient ses craintes. La page la plus controversée montrait peut-être une annotation manuscrite à côté d'une note imprimée indiquant « Gardez hors des livres ». Cela vient d'une instruction directe du personnel supérieur. Cette ligne gribouillée est devenue un symbole de ce que beaucoup croient être un effort coordonné pour isoler Diana pendant ces dernières semaines, pour limiter ses communications, supprimer ses choix et garder ses mouvements sous contrôle non officiel. Bien qu'aucun des fichiers ne nomme explicitement Charles, Camilla ou des membres de la famille royale, les références aux intermédiaires du palais, aux appels de minuit et au nettoyage de la sécurité soulèvent des questions difficiles. Qui a donné les ordres? Qui en a bénéficié? Et quoi d'autre se cache derrière des décennies de protocole royal? Les experts juridiques suggèrent maintenant que si un lien formel entre la Maison royale et la surveillance du renseignement est confirmé, cela pourrait déclencher une enquête publique complète, à laquelle la monarchie pourrait ne pas survivre indemne. Mais avant que quiconque ne puisse agir, les fuites ont pris une tournure encore plus sombre, ramenant l'attention sur les derniers jours de Diana à Paris et suggérant que sa fin n'était pas seulement un accident tragique, mais la conclusion de quelque chose de bien plus calculé. Les derniers jours de Diana revisités. Alors que les analystes superposaient les fichiers nouvellement divulgués avec le dernier calendrier public de la princesse Diana en 1997, un schéma effrayant a émergé. Les 30 derniers jours de sa vie, autrefois considérés comme une frénésie médiatique chaotique et alimentée par l'amour, apparaissaient maintenant de manière troublante contrôlée. Selon les journaux et les notes faisant l'objet d'un examen minutieux, ces mouvements n'étaient pas seulement surveillés, ils étaient gérés. Du 1er août au 30 août, où Diana a fait 9 apparitions très médiatisées, y compris son voyage désormais célèbre en Bosnie et une visite controversée sur la Côte d'Azur. Au cours de cette même période, les journaux du MI5 divulgués ont enregistré des références à des escortes fantômes, des écarts de voyage non approuvés, et de multiples changements dans les procédures de surveillance standard.
Un journal caviardé, daté du 22 août, notait une nouvelle étiquette opérationnelle attribuée à son itinéraire entre Saint-Tropez et Paris. Des amis proches autrefois rejetés pour avoir alimenté des théories du complot sont maintenant réexaminés. Dans des journaux intimes, l'une des plus proches confidentes de Diana a écrit début août 1997. Elle a dit que quelqu'un écoutait, que des portes s'ouvraient alors qu'elle n'avait pas appelé, que même dans sa suite d'hôtels, elle se sentait surveillée. Un autre fichier de la fuite comprenait une note faisant référence à un blackout de communication urgent ordonné dans les 48 heures précédant sa mort, ciblant particulièrement les communications mobiles. Les assistants qui ont essayé de la joindre auraient eu des problèmes de connexion inexpliqués. Cela recoupe l'ancien témoignage du chauffeur personnel de Diana, qui a déclaré qu'il avait été soudainement remplacé quelques jours avant le dernier voyage. Le plus troublant est peut-être une note marquée diffusion restreinte drapeau interne datée du 29 août 1997, juste un jour avant la mort de Diana, qui comprenait la phrase glaçante suivante. Le sujet n'est toujours pas au courant des niveaux d'autorisation révisés entourant l'équipe de transport. Pour certains, c'était un langage bureaucratique. Pour d'autres, cela ressemble maintenant à un avertissement manqué ou enterré. Et tandis que le public réexaminait les dernières heures de Diana, l'attention s'est vivement tournée vers la personne à l'origine de la fuite, une figure dont l'identité restait cachée, mais dont les avertissements se faisaient de plus en plus forts chaque jour. Les troubles internes du MI5 et le risque du lanceur d'alerte. Au sein du MI5, la fuite a déclenché l'un des plus importants blocages de sécurité interne depuis des décennies. Les agents ont reçu l'ordre de modifier les mots de passe, d'isoler les archives et de signaler tout accès irrégulier aux fichiers datant d'avant 1998. Selon une source au sein de l'agence, la recherche du lanceur d'alerte était traitée comme une menace interne de niveau 4, la classification la plus élevée pour les violations impliquant la famille royale. Le lanceur d'alerte, toujours anonyme publiquement, a affirmé dans des messages aux journalistes qu'il avait travaillé au MI5 pendant près de 3 décennies, servant dans le contre-espionnage et l'élaboration de politiques d'aide de sécurité. Son titre exact n'a pas été vérifié, mais les métadonnées des emails divulgués suggèrent qu'il avait accès à des zones d'autorisation restreintes que seuls 7% du personnel du MI5 détiendraient. Dans un message envoyé aux journalistes via des canaux cryptés, le lanceur d'alerte a écrit « Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de conscience. J'ai vu ce que nous faisions. J'ai vu qui a donné les ordres et je ne pouvais plus le supporter. Les risques sont immenses. » En vertu de la loi de 1959 sur les secrets officiels, la divulgation non autorisée d'informations classifiées peut entraîner une peine de prison pouvant aller jusqu'à 14 ans. Des avocats du gouvernement prépareraient des procédures formelles, bien qu'ils soient confrontés à des défis. Les fichiers ont déjà été copiés, mis en miroir et partagés avec au moins 6 agences de presse internationales. Le plus effrayant est peut-être l'avertissement du lanceur d'alerte lui-même. Si je disparais, les fichiers continueront d'arriver. Si je suis réduit au silence, d'autres parleront. C'est une déclaration qui a déjà inspiré des graffitis, des hashtags et des panneaux de protestation à travers Londres, Manchester et même devant le palais de Kensington. Pour certains, cette personne est un traître. Pour d'autres, un héros. La menace pour la monarchie n'est plus seulement une question de réputation. C'est institutionnel. Car si quelqu'un au sein du MI5, autrefois considéré comme intouchable, s'est retourné, cela suggère des fissures dans les systèmes même censés protéger la couronne. Et alors que la tempête médiatique atteignait son paroxysme, le public britannique s'est retrouvé face à un moment qu'il n'avait pas ressenti depuis la semaine de la mort de Diana. Un coup de poing viscéral de doute, de chagrin et de fureur. Parce que cette fois, ce n'était pas seulement une rumeur. C'était écrit à l'encre noire sur le papier à en-tête du MI5. Explosion médiatique et réaction du public. Au moment où l'histoire a éclaté, les principaux réseaux ont libéré leurs créneaux horaires de grande écoute.
Mardi soir, BBC et ITV ont diffusé des émissions spéciales prolongées sous le statut éditorial d'urgence. Channel 4 a diffusé un documentaire dans les 48 heures suivant la fuite, comprenant une analyse d'experts des derniers mouvements connus de Diana superposés aux notes de surveillance. Le titre Diana, surveillée, avertie, réduite au silence. Les journaux ont suivi rapidement. Le Daily Mail, The Guardian et The Times ont tous publié des extraits divulgués, chacun adoptant des tons légèrement différents. Mais une phrase est apparue sur toutes les premières 5 pages, mercredi matin. Elle avait raison. Les talk-shows ont explosé de débats. La surveillance était-elle légale? Était-ce personnel? Était-ce sanctionné par le palais? L'historien Dr. Elaine Wharton est apparu dans l'émission BBC Newsnight en disant « Si la monarchie était complice, même indirectement, les dommages pourraient être irréversibles. Cela ferait de Diana non seulement une figure tragique, mais une figure ciblée. Des manifestations ont éclaté pendant le week-end. À Hyde Park, près de 12 000 personnes se sont rassemblées, exigeant une enquête parlementaire complète. Des pancartes indiquaient « La vérité pour Diana, plus de silence royal et exposer les fichiers ». Une femme tenant une photo de Diana de 1997 a pleuré en disant aux journalistes « Nous l'avons toujours su, maintenant nous avons la preuve ». Les médias sociaux se sont fracturés en deux. Les théoriciens du complot sont passés en mode overdrive, établissant des liens entre le destin de Diana et les tensions royales modernes. D'autres ont appelé au calme, invoquant la nécessité d'une vérification. Mais un fait ne pouvait être ignoré. La confiance dans la monarchie et dans les institutions de renseignement britanniques avait chuté de 14 points lors des sondages du jour au lendemain. YouGov a qualifié cela de la plus forte baisse de confiance institutionnelle depuis 2005. Les assistants du palais ont été bombardés d'appels. Charles et Camilla auraient été pris au dépourvu et ont tenu une session d'urgence à huis clos à Clarence House. Aucune déclaration publique n'a été faite, mais le silence en disait long. Et puis, alors que la nation était ébranlée, le palais a finalement parlé, non pas avec des réponses, mais avec des démentis. Mais il était trop tard. Le barrage avait cédé, et devant le tribunal de l'opinion publique, la couronne n'était plus intouchable. Réponse et démenti du palais. La déclaration officielle est arrivée juste après 9h vendredi matin, livrée dans le langage clinique familier que le palais utilise depuis des décennies pour neutraliser les crises. Il disait « La Maison royale ne commande pas les questions de sécurité non vérifiées ou les documents historiques d'origine incertaine. Toute spéculation concernant les affaires personnelles de la princesse Diana reste profondément regrettable et irrespectueuse de sa mémoire. » La ligne a frappé beaucoup de gens comme froide, détachée, insensible. Pour un public encore émotionnellement à vif, cela ressemblait à plus de déviation. Il n'a pas nié catégoriquement l'authenticité du document, ni offert de réassurance. C'était par conception un mur. Mais cette fois, le mur n'a pas tenu. En quelques heures, les assistants du palais étaient sur la défensive. Le palais de Buckingham, Clarence House et le palais de Kensington ont reçu des milliers de courriels, de mentions sur les médias sociaux et de demandes de renseignements de la presse. Des notes internes divulguées ont révélé plus tard que le bureau de Camilla avait conseillé au roi de garder le silence pour éviter d'attiser davantage l'instabilité. Mais en privé, des initiés ont déclaré que le roi Charles III était profondément troublé, se demandant si certaines des personnes nommées dans les documents étaient encore vivantes ou encore en service. La situation s'est aggravée lorsque des menaces juridiques ont commencé à cibler les organes de presse qui continuaient de publier des extraits des Diana Files. 3 tabloïds britanniques auraient reçu des avis d'injonction de première instance en vertu des dispositions de sécurité nationale, une tactique qui n'a fait que confirmer dans l'esprit du public que les documents étaient probablement réels. Un journaliste a tweeté « Si c'est faux, pourquoi faire venir les avocats ?» Dans une décision surprise, une version officielle des dernières 6 semaines de Diana a été discrètement diffusée par des voix détournées.
Une série d'articles de fond placés dans des publications loyales, la décrivant comme troublée, mais soignée et libre de faire ses propres choix. Les articles reflétaient les récits précédents du palais, mais à la lumière des fuites, ils ressemblaient plus à un contrôle des dommages qu'à un hommage. Dans le même temps, Clarence House a chargé des commentateurs alignés sur le palais de minimiser les documents comme potentiellement fabriqués malgré l'absence de réfutation médico-légale formelle. Mais la contradiction était flagrante. Menaces juridiques d'un côté, démentis de l'autre. La stratégie était claire. Gagner du temps, distraire, survivre. Mais alors que le palais essayait d'écrire une nouvelle version du passé, d'autres se souvenaient de l'ancienne, parce que ce n'était pas la première fois que Diana avait été réduite au silence. Et ce n'était pas la première fois que la vérité venait de l'extérieur des portes royales, écho passé de fuite et de dissimulation. Pour les observateurs royaux chevronnés, les fichiers Diana étaient un déjà-vu. L'histoire se répétait et les comparaisons étaient inévitables. En 1995, l'interview explosive de Diana à l'émission Panorama de la BBC a ébranlé la monarchie. À l'époque, le palais s'est empressé de nier ces allégations de trahison, d'abandon et d'espionnage. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, cette même institution est confrontée à des allégations de quelque chose de bien pire. Orchestrer ou du moins permettre une surveillance de niveau étatique de la mère du futur roi. Les historiens royaux ont refait surface d'anciennes controverses. En 1986, des rumeurs d'écoute téléphonique sur le prince Charles lors de ses voyages en Australie avaient été enterrées par l'intervention du palais. En 1992, un ancien valet de pied a allégué que certaines pièces du palais de Kensington étaient truffées de micros à des fins de sécurité. Et puis, il y a eu Phillygate, un scandale chuchoté du milieu des années 2000 dans lequel des documents de renseignement auraient lié la mort de Diana à des lacunes de communication entre le MI5 et le MI6. Les fichiers ont disparu, l'histoire s'est estompée. Mais maintenant, les journalistes qui ont autrefois traqué ces rumeurs sont de retour sur l'affaire. Un ancien enquêteur a déclaré au Télégraphe « On nous a dit d'arrêter de creuser ». À l'époque, cela ressemblait à de la paranoïa. Maintenant, on a l'impression que nous avions raison. D'anciens initiés du palais ont commencé à rompre les rangs. Un ancien courtisan qui a servi sous la reine Élisabeth II a déclaré avoir été témoin de la destruction de documents sensibles après la mort de Diana. Un autre s'est souvenu de la façon dont certains appels téléphoniques de Diana étaient toujours réacheminés par des canaux internes, bien que personne n'ait jamais expliqué pourquoi. Les fuites ont rouvert toutes les anciennes serre-blessures. Ce n'était pas seulement une révélation. C'était un rappel de la fréquence à laquelle le palais avait fermé la porte à la vérité. Même lorsque cette porte s'entrouvrait, la confiance du public continuait de chuter. Un nouveau sondage Ipsos, publié le 11 octobre 2025, a montré que 62% des Britanniques de moins de 45 ans estiment que la monarchie devrait maintenant procéder à un examen historique complet de ses opérations internes. L'idée aurait été impensable il y a un an. Maintenant, c'était un débat en première page. Et si le passé avait appris quelque chose à la monarchie, c'est ceci. Le silence engendre la suspicion, mais la vérité n'appartenait plus aux courtisans ou aux interviews contrôlées. La vérité avait maintenant des jambes, et elle se déplaçait plus vite que la couronne ne pouvait la rattraper. Implications pour la monarchie aujourd'hui. En 2025, la monarchie se retrouve en terrain inconnu. Pendant plus d'un siècle, elle a survécu aux guerres mondiales, aux divorces et aux abdications. Mais maintenant, elle était confrontée à quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Des informations divulguées, reproduites, partagées à l'échelle mondiale et chargées d'émotions avec le nom Diana. L'idée que le palais ait pu sanctionner directement ou indirectement des opérations de renseignement contre la regrettée princesse de Galles n'est plus une théorie marginale. C'est pour beaucoup une réalité plausible. Et cela change tout. Des questions ont commencé à circuler au Parlement. Qui a autorisé la surveillance de Diana? Était-ce légalement sanctionné? Des personnalités actuelles du palais, des pipas ou des fonctionnaires du gouvernement
était-il toujours lié à cette chaîne de commandement? Un membre du Parlement du Parti travailliste a appelé à une commission royale sur la transparence, une mesure sans précédent qui a stupéfié les deux chambres. Même les alliés de la monarchie ne savaient pas comment réagir. Le prince William, malgré son silence habituel, aurait été très préoccupé par les documents. Des sources affirment qu'il a eu des conversations privées avec les équipes juridiques du palais et a demandé un briefing interne complet. Le prince Harry aux États-Unis aurait été furieux, disant à un confident « Elle nous a dit qu'elle se sentait surveillée. Maintenant, nous savons qu'elle l'était. » Les médias du monde entier ont emboîté le pas. En Australie, les titres se sont demandé si le rôle constitutionnel de la couronne devait être reconsidéré. Au Canada, les principaux journaux ont appelé à une prise de distance symbolique par rapport à la monarchie jusqu'à ce que la clarté se fasse. Pendant des décennies, la force de la monarchie a été sa capacité à résister à l'examen en s'élevant au-dessus de celui-ci. Maintenant, elle s'y noyait parce que cette fois, l'examen portait sur son âme. Mais juste au moment où la tempête semblait prête à se calmer, un dernier message est apparu. Un avertissement du lanceur d'alerte. Les fichiers publiés n'étaient que le début. La vraie vérité, affirmait-il, était toujours enfouie, et ce qui allait suivre ferait tomber les murs. La vérité qui reste à dire. Tard dans la nuit du 5 octobre 2025, un email sécurisé est arrivé dans les boîtes de réception de 3 grands journalistes internationaux. La ligne d'objet indiquait « Phase 2, la voix de Diana ». En pièce jointe, une archive fortement cryptée. Son contenu, tel que décrit par le lanceur d'alerte, comprend des journaux personnels, des photographies inédites et des transcriptions audio prétendument enregistrées par Diana elle-même entre 1996 et 1997. Dans le message d'accompagnement, le lanceur d'alerte a écrit « Il pensait que sa mort était la fin, mais sa vérité est toujours en train d'être mise au jour. Ce qui va suivre ne sera pas nié. » Alors que la nouvelle de cette deuxième vague a fuité dans la presse, les avocats du gouvernement ont déposé des demandes urgentes pour empêcher la publication, invoquant un risque pour la sécurité nationale. Mais les experts juridiques ont averti que si ces fichiers sont vérifiés, la nécessité d'une enquête publique complète devient indéniable. Une audience préliminaire est maintenant prévue pour le 3 novembre 2025 afin de déterminer si la monarchie et les agences de renseignement peuvent être contraintes de témoigner. Pour la première fois de mémoire d'homme, l'institution pourrait être amenée à répondre à des questions sous serment. Le monde regarde. La couronne tremble. Et Diana, la femme qu'ils ont essayé de faire taire, pourrait enfin être entendue.